13h a sonné, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les admis au baccalauréat de session de juin 2019 prennent part depuis ce matin aux épreuves orales et sportives pendant que les candidats en temps malade affrontent les épreuves écrites de la session de remplacement. Un examen qui a eu pour taux d'admissibilité 50,10%, un taux qui fera objet d'analyse dans cette édition. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma comparaît devant une commission d'enquête pour répondre à des témoignages accablants qui l'accusent d'avoir généralisé la corruption à la tête du pays. Et puis, des inondations et des coulées de boue ont fait au moins 10 morts et détruit environ 500 abris dans les camps de réfugiés au sud-est de Bangladesh, où vivent près d'1 million de Rohingyas qui ont fui la persécution militaire en Birmanie. Merci de votre fidélité à Eden Télévision. Les députés ont autorisé ce vendredi le gouvernement à ratifier la Convention des Nations Unies sur les unités juridictionnelles. Et c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a représenté le gouvernement. On fait le point de cette plénière avec Amen Didier Ronquenoudji et Romaric Devoshi. Cette dernière séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2019 a connu l'examen du projet de loi portant autorisation de ratification de la Convention des Nations Unies sur les unités juridictionnelles des États et de leurs biens adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2004. Le président de l'Assemblée nationale a convié la commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale que préside Rachid Gbadamasi à présenter son rapport. Un rapport qui, dans ses détails, met l'accent sur la portée d'une telle convention. À l'article 5, il est rappelé le principe général de l'unité de juridiction de l'État et de ses biens devant les juridictions de l'autre État. La Convention a vocation à créer un environnement plus prévisible, à faciliter le travail des juridictions dans le cadre des instances de la prise des décisions judiciaires et à la clarification des domaines de son champ d'application. Après l'intervention de certains députés qui ont voulu mieux savoir sur l'intérêt pour notre pays d'adhérer à cette convention, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Séverin Quenom, qui est intervenu pour mettre l'accent sur les règles qui doivent désormais gouverner la saisine des juridictions nationales et internationales. Il y va également de notre intérêt personnel parce que, ce faisant, nous mettons notre État et ses démembrements sous la protection de ces règles-là. Ce n'est jamais une partie de plaisir qu'un État se fasse attraire devant une juridiction étrangère, encore plus lorsqu'il s'agit de la saisie ou des actes d'exécution sur ses biens. Sur la question des députés de savoir si le Bénin a des antécédents juridictionnels, le garde des Sceaux est clair. Je vais dire deux choses. La première, c'est qu'avec cette règle-là, l'État du Bénin ainsi que ses biens seront davantage protégés si nous adhérons, si l'autorisation de ratification nous est accordée. Deuxième chose, il n'y a pas de véritable péril pour ce qui concerne l'avenir des biens de l'État, notamment au dépit de ces décisions arbitraires dont il est fait état ici. Enfin, ce texte de loi, au regard de sa portée, a été adopté par les députés, autorisant du coup le gouvernement à faire sa ratification. Il faut dire que les députés ont eu droit à la parole pour exposer leur point de vue et poser quelques questions au gouvernement. On les écoute. Lorsqu'on regarde l'objet même de la Convention, où certains éléments sont exclus, on ne peut pas faire référence à l'immunité de juridiction par rapport aux transactions commerciales, parce que le droit est de leur côté, la force est de leur côté. Mais quand c'est nous, vis-à-vis de ceux qui sont leurs ennemis, nous n'avons pas le droit d'évoquer cela. C'est des clauses qui nous contraignent, qui nous réduisent toujours à notre état de pays sous-développés. On n'a pas les capacités à exiger des applications strictes. Mais, puisque la Convention participe du renforcement d'une démocratie universelle, il y a lieu effectivement donc de s'y conformer pour que
eh bien, nous puissions ressembler aux nations modernes et faire en sorte que ça fait avancer progressivement. Je suis particulièrement satisfait que ces derniers jours, notre pays, comme le Nigeria, ont souscrit à la zone de libre-échange, n'est-ce pas, à ZCAF. C'est un pas important dans cette stratégie collective régionale continentale qui me paraît être la seule voie pour sortir nos États de notre état de sous-développement. C'est également le cas de la CEDEAO qui, dans ces dernières assises, est allée vers la monnaie unique, ce qui fera nécessairement évoluer le débat sur le franc CFA. Notre domaine qui a été vendu en temps aux États-Unis. Où en sommes-nous? C'est revenu définitivement déjà. Quelle est la situation? Toujours au Parlement, le gouvernement du Bénin est autorisé par les députés à ratifier le traité de la Convention interafricaine de la prévoyance sociale signé à Abidjan en Côte d'Ivoire en 2014. L'examen de ce rapport est intervenu ce jeudi au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Suivez plutôt. Par le deuxième vice-président Robert Gbian, cet atelier donc sur le premier point à l'ordre du jour et qui est relatif à l'autorisation de ratification du traité révisé de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale signée le 14 février 2014 à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est la commission de l'éducation, de l'emploi et des affaires sociales que préside Akhenatonde qui a été appelée à présenter aux députés son rapport. Un rapport qui met l'accent sur le bien fondé de cette ratification. Le traité de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES, est un traité qui a été initié depuis le 21 septembre 1993 en vue de corriger les difficultés financières dans lesquelles sombre la quasi-totalité des caisses africaines de sécurité sociale, certaines étant déjà au bord de la cessation de paiement. Dans ce texte de loi révisé de la CIPRES, pour mieux organiser le système de prévoyance sociale en Afrique, on peut bien noter assez d'innovations. Le président de la commission de l'éducation. À l'article 3, la personnalité juridique de la CIPRES a été renforcée. C'est ainsi, par exemple, que l'article 3 énonce qu'elle peut recevoir ou allumer des biens. Elle peut contracter ou ester en justice. C'est clairement précisé dans le nouveau texte, ce qui n'était pas le cas avant. Dans l'article 4, il a été institué la commission de surveillance qui existait plutôt sous le nom de commission régionale de surveillance. Les députés ont pris ensuite la parole pour insister sur l'excédent budgétaire de la Caisse nationale de sécurité sociale et ce qu'on y fait avec. Le ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, représentant le gouvernement, a apporté aux députés des éclairages nécessaires qui renforcent la nécessité d'adopter cette autorisation de ratification. La nécessité pour notre pays de ratifier ce document tient surtout de la nécessité de renforcer et d'éviter les conditions qui ont amené à la création de cette institution en 1993. Parce que la plupart des caisses étaient en faillite. Elles ne pouvaient plus continuer de payer leurs adhérents. Si nous voulons continuer dans le renforcement de cette institution, nous sommes obligés donc de ratifier ce traité. Ce texte de loi ainsi adopté, les députés se retrouvent ce vendredi pour poursuivre le deuxième point à l'ordre du jour et procéder à la clôture de la première session ordinaire de l'année 2019. Et puis, quelques députés ont également émis des avis sur la ratification du dit traité relatif à la prévoyance sociale en Afrique. Ils sont toujours au micro de Amen Didier Ronkwenoudji et de Romaric Devochi.
une loi qui prend en compte, qui traite le problème du déficit permanent du Fonds national des retraités du Bénin. Au même moment, la Caisse nationale de sécurité sociale de notre pays est très souvent excédentaire. Cette loi avait réglé ce problème. Lorsque nous allons ratifier ce traité, que deviendra alors l'application de cette loi? Pour ce qui est du Bénin, l'organisme national, c'est la CNFX. Et je sais que cette caisse fait beaucoup de choses. Et elle fait des placements. J'étais à la tête de certaines sociétés. Et compte tenu des difficultés financières qu'on avait, il y avait demandé que la caisse puisse nous appuyer. Mais cela n'a pas été possible. Mais aujourd'hui, compte tenu de l'excédent dont dispose la caisse, nous voudrais demander, Monsieur le Président, qu'est-ce que la caisse fait de cet argent? Et qu'est-ce que la caisse peut faire davantage pour venir pour soulager, n'est-ce pas, les populations? Quel sera l'impact de la ratification de ce traité révisé pour notre système de sécurité sociale? On a beaucoup d'argent qui reste dans les caisses et tout. Et pendant longtemps, les retraités traînent sans avoir leur argent. Pendant longtemps. Il paraît aujourd'hui qu'il y a des évolutions dont le gouvernement pourra nous parler. Est-ce que si je vais à la retraite aujourd'hui, est-ce que combien de temps je mets pour avoir mon carnet ou de pension? Beaucoup de ceux qui sont dans cette salle et même ceux qui sont assis derrière le ministre sont tous candidats à cela. Il faut que nous réglions ça. Nous voulons savoir c'est combien de temps. Vous le savez, les résultats du baccalauréat session de juin 2019 sont connus et le taux d'admissibilité est de 50,10% au plan national, un taux qui dépasse de loin ceux des années antérieures. Quels sont alors les facteurs qui ont favorisé l'obtention d'un tel pourcentage? Élément de réponse dans ce reportage. 50,10%, c'est le taux d'admissibilité au baccalauréat session unique de juin 2019 au Bénin. Un résultat nettement supérieur à celui de l'année précédente qui réjouit candidats, parents, mais surtout les enseignants très heureux de l'aboutissement de leurs efforts. En tant qu'enseignant, je pense que nous ne pouvons qu'être contents de ce résultat parce que c'est un taux qu'on n'a plus vu il y a très longtemps. Et que ce soit enseignant, que ce soit décideur ou que ce soit parent, c'est un résultat qui réjouit tout le monde. Ici, dans le département de l'Atlantique, où je suis correcteur au centre d'Abomey Calavi 1, tout s'est bien passé et nous avons remarqué qu'il y a un progrès. Dans l'ensemble, 43,11% de réussite en français, de moyenne supérieure ou égale à 10. Je crois que ce n'est pas mal. Un rendement satisfaisant favorisé par plusieurs facteurs, dont l'absence des grèves. Il faut noter que ceci, c'est grâce aux efforts du gouvernement qui a beaucoup œuvré pour que nous ayons une année scolaire apaisée. Et c'est ça qui nous a permis d'évoluer bien dans le programme. On peut déjà commencer par féliciter les enseignants parce qu'ils ont fait leur boulot d'une certaine façon. Et quand les enseignants font leur boulot, il faut forcément que les parents accompagnent. Et quand les parents accompagnent, il faut que cela prenne du côté des apprenants. Lorsque je prends le CEG2 à Abomey Calavi, série A1, 100%, pour le CEG2 à Abomey Calavi, dans l'ensemble, je crois, 50%. Lorsqu'on analyse ces résultats-là par rapport aux résultats de l'année dernière, bon, je crois qu'avec l'absence des grèves, le public, d'ici quelques années,
va donner certainement les mêmes résultats que le privé. Ces facteurs contredisent les remous qui s'élèvent de l'opinion selon lesquels ces résultats seraient politiques afin d'embellir l'image du système éducatif. Je pense bien que le baccalauréat est très sérieux. J'ai été vraiment au cœur de la correction, j'ai corrigé et j'ai vu les notes en français. J'ai été à la délibération aussi, j'ai vu les notes et tout est fait dans la clarté, dans la transparence. La politique, je peux l'affirmer, ne s'est pas du tout mêlée. Les résultats du baccalauréat et même du CEP, sans oublier le BEPC, constituent, on peut le dire sans risque de se tromper, un bon qualitatif de l'éducation nationale. Cap sur Bopa, où la direction départementale du plan et du développement du Mono a célébré ce vendredi 12 juillet 2019 la journée de la population. L'événement a eu pour cadre la maison des jeunes de Bopa. Voici le compte rendu de Jonas Bocci. Célébrer le 11 juillet de chaque année, la journée mondiale de la population permet d'évaluer les engagements pris pour la mise en œuvre des promesses faites à la Conférence internationale pour la population et le développement en 1994. 25 ans après cette conférence, les Nations Unies décident d'accélérer les promesses. Une décision salutaire selon le maire de Bopa, dont la commune abrite les manifestations départementales dans le Mono. Les pays en développement se heurtent encore à de grandes difficultés économiques et à un environnement économique international défavorable. Des problèmes écologiques comme les changements climatiques aggravent les menaces qui pèsent sur le bien-être des générations futures. Au nom du président de la commission départementale de la population, le chargé de mission du préfet du Mono présente l'état des lieux dans le département et insiste sur l'urgence des mesures palliatives. La proportion des femmes qui utilisent une méthode de contraception dans le département du Mono est de 23% contre 16% pour le Bénin. Bien que le Bénin ait réalisé de nets progrès dans la réduction de sa fécondité, de plus grands efforts sont nécessaires pour assurer aux femmes qui le désirent la capacité de différer ou de limiter leur maternité. Pour Raymond Jossou, directeur départemental du plan et de développement du Mono, le gouvernement se dote des outils efficaces pour une meilleure solution aux problèmes qui dérivent de la croissance démographique. Au Bénin, la situation évolue tant bien que mal, mais le gouvernement a pris les taureaux par les cornes. Vous avez vu les différents projets sont en train d'être mis en œuvre, notamment le projet SWED, que nous appelons projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique. Il y a le PAG avec son volet, troisième volet, pilier, j'allais dire, amélioration des conditions de vie des populations. Donc il y a différents documents de stratégie qui ont été élaborés pour pouvoir parvenir à cette fin. À cette célébration de la journée mondiale de la population dans le département du Mono, les populations de Bopa ont eu droit à un contrôle de la pression artérielle et le taux de glycémie. Actualité en dehors du Bénin, l'heure des explications a sonné pour l'ex-président sud-africain Jacob Zuma. Il comparaît devant une commission d'enquête pour répondre à des témoignages accablants qu'il accuse d'avoir généralisé la corruption à la tête du pays. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma témoigne ce lundi devant une commission judiciaire. Il fait face à de vives interrogations concernant des allégations selon lesquelles il aurait supervisé le pillage systématique des fonds publics alors qu'il était au pouvoir. Zuma a eu un ton typiquement détendu avant son apparition télévisée qui pourrait durer 5 jours. Il a tweeté dimanche une vidéo de lui-même dansant et chantant « Zuma doit tomber » avant de rire de tout son cœur. La commission m'a demandé de venir témoigner et de présenter toute information que je pourrais avoir, a-t-il déclaré à la presse la semaine dernière. Nous verrons comment les choses se dérouleront, mais j'y vais. L'ancien président est accusé d'avoir favorisé une culture de corruption pendant un règne de 9 ans avant d'être évincé en 2018 par le parti au pouvoir, l'ANC est remplacé par Cyril Ramaphosa. Les partisans et les opposants de Zuma
devraient se rassembler pour des rassemblements bruyants en dehors du lieu de la commission d'enquête, tandis que 200 membres du public doivent assister à l'audience selon le principe du premier arrivé, premier servi. Zuma, 77 ans, n'est pas légalement tenu de comparaître à l'enquête sur le soi-disant scandale de capture d'État et il n'est pas certain qu'il coopère avec un contre-interrogatoire. Il a nié tout à répréhensible et a rejeté le concept de capture d'État, tandis que ses avocats ont décrit l'enquête comme une tentative de l'embuscade et de l'humilier. La commission d'enquête, qu'il avait invité à comparaître pour donner son point de vue, avait rejeté sa demande de voir des questions à l'avance après que d'autres témoins eurent présenté des preuves accablantes à son encontre. Conduite par le juge Raymond Zondo, l'enquêteur enquête sur un ensemble de transactions impliquant des représentants du gouvernement, la riche famille Gupta et des entreprises publiques. Selon Angelo Agresi, l'un des témoins de l'enquête, Zuma aurait accepté de verser un pot de vin de $2200 par mois remis dans des sacs de luxe à une firme de sous-traitants qui tentait de se soustraire à l'enquête de la police. Agresi a ajouté que sa société organisait également des soirées libres, des fournitures d'alcool en vrac et des gâteaux d'anniversaire afin de garder les faveurs des associés de Zuma. Les frères Gupta sont accusés d'avoir frauduleusement tiré profit de contrats passés avec le gouvernement, notamment dans le domaine de l'énergie et des transports, dans le cadre de Zuma. La famille possédait une mine d'uranium qui aurait permis de réaliser des profits énormes grâce à l'accord sur le nucléaire ainsi qu'un portefeuille d'entreprises minières, technologiques et de médias. Ils auraient eu une telle emprise sur Zuma qu'ils ont pu choisir certains de ses ministres. Des images montrent les conséquences des pluies de mousson mortelles, des inondations et des coulées de boue qui ont fait au moins 10 morts et détruit environ 5000 abris dans les camps de réfugiés au sud-est de Bangladesh où vivent près d'1 million de Rohingyas qui ont fui la persécution militaire en Birmanie. Plus de 200 glissements de terrain provoqués par la pluie ont été signalés depuis avril dans les camps surpeuplés près de la frontière entre le Bangladesh et le Myanmar qui a reçu 58,5 cm de pluie depuis le 2 juillet. On écoute. L'eau de pluie entre dans ma maison. Je n'ai pas de cuisinière à gaz. J'ai seulement un four en argile. Je souffre beaucoup. Je n'ai pas de tente. C'est une maison connectée, mais la partie centrale est en très mauvais état. Vous pouvez voir à l'intérieur. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.